Soyez donc le bienvenu. Nous sommes très émus de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le dernier webinaire 2024. Donc, on va commencer. Alors, au nom de l'équipe de 1000 TLL, soyez les bienvenus dans ce webinaire de présentation de la récolte des résultats. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de cette session. Avant de commencer, je vais passer deux messages initiaux. Sur le chat, dites quel est votre nom, quelle est votre fonction, l'organisation de laquelle vous provenez. Ce webinaire se fera en anglais, espagnol et français. Donc, vous pouvez choisir la langue d'écoute préférée dans la partie inférieure de l'écran. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte des questions-réponses ou sur le chat et puis nous allons les répondre à la fin. Ce webinaire est enregistré. Après, cet enregistrement sera laissé à disposition. Donc, rapidement, après ceci, nous allons avoir tout à l'heure une présentation, après les commentaires de clôture avec des liens et des ressources et une enquête. Je voulais tout simplement vous présenter rapidement notre conférencière d'aujourd'hui qui est Bénédicte Janssen avec Adra Danemark. C'est une conseillère et un membre très actif de l'équipe 1000 TLL. Elle a travaillé pendant 15 ans. Elle a beaucoup d'expérience avec des résultats et donc, avec ADRA et d'autres organisations. Et nous sommes très contents de la voir aujourd'hui, Bénédicte Gepesen. Vous avez la parole. Je vais arrêter de partager mon écran pour vous laisser la parole. Merci beaucoup, Kelly. Permettez-moi donc de préparer ma présentation. On y va. C'est bon. Voilà. Donc, et bonjour à tous. Merci de nous joindre. Merci de participer. Nous allons partager sur les résultats des récoltes. C'est une méthode qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup appris en 2018 sur cette méthode 2017-2018 et j'ai été depuis là un supporter de cette méthode. J'espère que vous aussi, vous allez apprécier cette dynamique. Donc, en tant que fonctionnaire de mille, vous savez que il y a beaucoup de méthodologies et il y a beaucoup de méthodes qui sont en voie de développement et il y a des tendances qui s'échangent à de nouvelles méthodes qui se basent sur les besoins. Excusez-moi, je suis en train, je voulais tout simplement voir si je pouvais donc mettre cette présentation. Voilà. Donc, la présentation de la récolte des résultats a été développée par Ricardo Wilson Grau et d'autres collègues dans les années 2010 et 2020. Il a été inspiré par le mapping des résultats, qui est un outil de planification et l'utilisation focalisée dans l'innovation. Ils ont travaillé pour le raffinement de cette méthodologie. Voilà le schéma des outils d'évaluation. On peut y voir dans ces schémas, sur la ligne bleue et pointillée, il y a les changements très importants à partir de cette approche participative, l'approche de la théorie du changement que tout le monde connaît actuellement. Et tout est apparu initialement de cette branche.
à partir de la pensée logique. Ceci nous permet d'avoir des contributions et des résultats et des changements très significatifs. Mais il y a beaucoup de méthodes qui se sont développées. Ce schéma a été fait il y a quelques années pour nous permettre de voir donc les différentes dynamiques pour la récolte des résultats. Et c'est un événement, c'est une méthodologie convenable pour l'évaluation. L'idée est de l'utiliser pour l'évaluation en se focalisant dans l'évaluation des dynamiques différentes qui sont appliquées d'une façon très participative et utile pour apprendre les uns des autres. Donc, je pense que le mot-clé, c'est apprentissage. Concernant donc ce travail de la présentation des récoltes des résultats. Et pourquoi OH? J'aime beaucoup donc cette image. Un enseignant dit à l'autre, cette idée est brillante. Malheureusement, le patient est décédé. Alors peut-être qu'on est très bon dans ce que nous faisons, mais si les résultats ne sont pas bons, alors c'est inutile d'être aussi efficace. Voilà. Et les résultats, fréquemment, sont intangibles et difficiles à mesurer et difficiles à prévoir. Lorsque nous faisons la planification, nous savons souvent ce que nous voulons faire. Nous savons en quoi nous sommes bons, mais nous savons aussi que nous sommes dans des communautés. Donc, nous avons besoin donc de travailler sur ces grandes visions. Mais comment y arriver et comment savoir que nous suivons la bonne voie? Qu'est-ce qu'il faut mesurer finalement? Quels sont les phénomènes les plus importants à mesurer? Le point 2 dit, après, il y a un miracle qui arrive dans cette image-là. Et donc, c'est comme ça qu'on voit les planifications. Je ne dis pas qu'on ne doit pas euh, faire un suivi de cette façon-là. Par exemple, ici, Einstein a dit que tout ce qui peut être compté ne compte pas, et tout ce qui compte ne peut pas être compté. Voilà, c'est stratégique de dire qu'il y a beaucoup plus qui se passe, beaucoup plus de choses qui se passent, qui vont au-delà de tout ce qu'on peut mesurer. Voilà, c'est pour cela qu'il faut définir quels sont les éléments qu'il faut mesurer, qu'il est pertinent de mesurer. On doit considérer l'utilisation des méthodes qui nous aident à mesurer les choses inattendues ou s'il y a des résultats additionnels à ce que nous attendions. Donc, donc, on peut créer une image riche du type de changement sur lequel nous avons contribué et une image de la portée de ces changements. Je veux dire que nous avons créé des images très détaillées et illustratives des changements auxquels nous avons contribué, mais nous ne pouvons pas savoir euh, quels sont tous les résultats de toutes nos actions. Donc, est-ce qu'on a réussi à faire tout ce que nous avons établi dans le projet? Ce n'est pas toujours l'intention de cette récolte des résultats, mais ceci nous donne tout de même des informations sur, euh, pour savoir si nous suivons la bonne voie ou si il y a des changements qui se sont produits. Donc, en une seule phrase, on pourrait dire que la récolte des résultats est une méthode de monitoring ou d'évaluation qui recueille des évidences des changements et après travaille vers le passé pour définir comment le programme a contribué à ces changements-là. Une révision. Donc, travailler vers le passé au lieu d'avancer vers l'avant. C'est une révision de tout ce qu'on a fait pour savoir que si nous avons atteint les résultats.
Et c'est différent à d'autres méthodes traditionnelles. On devrait tous considérer la récolte des résultats commence de cette façon-là. On commence la conception des questions. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Comment on va le faire? Après, nous pouvons faire des brouillons des résultats basés sur ce que nous connaissons déjà avec des documents. Ensuite, des fois, nous aurons des programmes à 4 ans avec des rapports annuels ou trimestriels que nous pourrons examiner pour voir s'il y a des résultats, des actions. Ensuite, la partie la plus participative du processus, c'est lorsque nous avons des résultats avec du personnel et d'autres parties intéressées. Là, nous pouvons recueillir les informations de la part des personnes qui ont travaillé dans le projet pendant 2 journées de travail, disons, et nous les laissons s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissent sur le projet et quels sont les changements qui se sont passés. Nous les structurons, tous ces résultats, toutes ces informations-là, et ensuite, nous pouvons inclure la partie des substantiations. Ceci, lorsque nous avons besoin d'informations supplémentaires concernant les résultats. Et si on a besoin de vérifier avec des tiers, des externes qui puissent confirmer ce que nous sommes en train de dire et pour que ces résultats soient confirmés. Donc, fréquemment, nous travaillons de cette façon-là. Si on fait la récolte des résultats pour une évaluation, lorsqu'on fait un monitoring externe, on peut éviter cette étape parce elle prend beaucoup de temps. Après, nous faisons l'interprétation de l'analyse qui va vers l'apprentissage et qui nous donne l'occasion de pouvoir adapter les programmes, savoir ce qui fonctionne mieux et peut-être modifier les choses qu'il faut modifier. Et finalement, nous soutenons l'utilisation des trouvailles, des résultats à partir d'une gestion adaptative en s'assurant que les trouvailles et les apprentissages dans le processus soient utilisés sciemment. Quelques conséquences de la récolte des résultats. D'abord, j'ai du diapo pour chacun de ces éléments-là. On utilise une définition particulière d'un résultat, de la récolte des résultats. Nous avons aussi une sphère de contrôle d'influence ou de préoccupation qui est clé pour pouvoir comprendre la récolte des résultats. Ensuite, on commence par ce qui a changé. C'est un point clé. Ensuite, la contribution plutôt que l'attribution. Finalement, la participation. On va en parler en plus en détail tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un résultat dans l'OH? C'est un changement de comportement chez un acteur social auquel nous avons contribué. C'est ça, un résultat dans l'OH. Il peut s'agir d'une institution, d'une organisation, d'un changement individuel, et tout cela concerne des acteurs sociaux. Et donc, les changements de comportement dans les activités, dans les relations, dans les pratiques, dans les politiques. Et tout cela concerne les changements. Pour l'agriculture conventionnelle, par exemple, c'est-à-dire ce que nous cherchons, c'est des nouveaux comportements qui soient plus adéquats. Parce que si nous voulons changer les situations, il faut changer les attitudes. La sphère de contrôle, d'influence et de préoccupation, et il est très important d'avoir tout cela à l'esprit. Nous savons que les résultats se trouvent dans la sphère de contrôle. Ce sont des choses qui vont arriver parce que nous mettons en place les activités. Et les résultats, si nous faisons des formations, nous aurons beaucoup de personnes
préparés pour s'assurer des résultats positifs. Le, le résultat sont dans notre sphère d'influence. Nous pouvons influencer les acteurs sociaux et les institutions pour qu'ils adoptent un comportement nouveau. S'ils ont été formés, pourront donc faire leurs activités d'une façon différente grâce à la formation. Et, et voilà, si cela se passe, donc on pourrait parler d'un résultat. Et pour finalement, nous avons la sphère de la préoccupation qui est très éloignée de la sphère de contrôle. Nous voulons influencer les acteurs pour aider à avoir un impact final. Donc, les résultats sont, peuvent être mesurés. Nous pouvons voir s'ils se sont passés ou non, si les résultats ont été obtenus ou pas. Des fois, ces résultats, l'impact, c'est c'est les effets et les résultats, donc, sont de différentes sortes. Certains se trouvent dans notre sphère de préoccupation parce qu'on peut avoir des résultats à tous les niveaux de ces trois sphères. Et seulement s'ils se trouvent dans notre sphère de contrôle, on ne peut pas les considérer des résultats, mais des sorties. Lorsque nous cherchons ces résultats, nous constatons ce qui a changé dans une logique de révision et en rétrospectif. Nous cherchons donc des résultats qui peuvent être planifiés, prévus, anticipés, ou, ou peut-être des résultats qui n'ont pas été planifiés, mais qui sont une conséquence de nos activités. Donc, nous passons de l'effet vers la cause. Euh, Après, on peut trouver des résultats que nous avons planifiés, mais on peut voir que nous n'avons pas contribué à ces résultats-là. Dans ces cas-là, on peut pas dire que ces résultats, même s'ils ont été planifiés, mais si nous n'avons rien fait pour contribuer à ces résultats, nous ne pouvons pas les réclamer en tant que non-résultats. Lorsque nous planifions, nous voyons des choses de façon très logique, c'est que les organisations prévoient et obtiennent. On fait les activités, après nous avons les résultats, et après, finalement, l'objectif, c'est l'impact qui va s'aligner avec notre vision. C'est la manière dont nous agissons. Et c'est convenable. Mais nous, ch- et chaque changement, chaque défi du programme est important. Il faut avoir un plan de suivi. C'est normal que tout cela se fasse de cette façon lorsque nous changeons, nous travaillons dans les aspects sociaux qui sont très difficiles à prédire. La récolte des résultats nous permet de chercher des résultats dans tous les domaines d'activité du projet. Et pour pouvoir confirmer que les résultats et les changements sont produits de nos activités. Donc, nous pouvons être très concrets et spécifiques concernant chacun des changements. Après avoir vécu le changement, nous pouvons être très concrets et spécifiques à propos de chaque changement. On peut voir les résultats observés versus les résultats souhaités qui étaient dans les plans. Possiblement, il y a une différence par rapport à ces deux types de résultats. Bien. Maintenant, quatrième élément qui est très important, la contribution plutôt que l'attribution. Parce que nous contribuons au changement. Nous ne pouvons jamais déclarer de toute façon qu'un acteur, qu'un changement s'est passé seulement à cause de notre contribution. Parce qu'il y a toujours l'influence d'autres acteurs. Et ce- mais le changement est aussi important. Nous sommes un acteur parmi d'autres qui avons une influence sur les changements sociaux. Donc, il faut tenir compte de l'importance de la participation et de l'influence des autres acteurs. Cette analyse nous informe
Et quels autres acteurs euh, ont pu contribuer à ces changements? S'il y a, et savoir s'il y a quelque chose d'inattendu, il faudra le considérer dans l'avenir, dans le programme et les planifications futures. Peut-être qu'il s'agit d'un nouveau partenaire pertinent. Donc, la participation maintenant est très importante. Les partenaires et le personnel participent à la collecte des résultats et à l'analyse, ce qui fait que les conclusions sont souvent très bien accueillies. C'est différent lorsque nous embauchons un consultant qui fait le travail et qui le livre. Et après, vous travaillez sur ces indications-là. Ici, nous sommes en train de parler de la participation sur toute la route de construction des changements. La photo, cette image de l'autobus nous montre un petit peu la désorganisation qui est impliquée, mais la participation aussi. Il est, il est important d'organiser toutes ces apports, toutes ces discussions, tout ce travail de contribution. Lorsque on parle des résultats dans nos déclarations, la moelle, le noyau, c'est les déclarations des résultats. C'est là où nous décrivons les résultats. La déclaration des résultats compose trois parties. D'abord, il y a la description des résultats qui dit spécifiquement qui, quoi, quand, où, que s'est-il passé. Ensuite, nous avons l'importance. Pourquoi ceci est important? Et finalement, la contribution, la façon dont l'approche du programme a contribué à ce changement. Les descriptions des résultats. Qui a changé? Qui a fait ou dit quoi différemment? Quand? Où? Avec qui, par exemple, quand? Changement de relation? Toutes ces analyses font partie de la description des résultats. Nous cherchons des changements d'attitude, de comportement, et pour que ceci soit plus significatif, ils sont plus significatifs lorsque ces comportements atteignent des groupes de personnes, plus que des individus. Mais bien sûr, les individus sont tous des acteurs sociaux. Et alors, comment peut-on confirmer que le comportement et les pratiques ont été changés? Si c'est une politique qui a provoqué ces changements, ou si ou si les relations ont changé? Quand est-ce que cela est arrivé? Où est-ce que cela est arrivé? Et il faut être le plus précis euh, possible lorsqu'on écrit la déclaration des résultats. Dans les, pour lorsqu'il y a des changements de relations, il faut essayer de dire avec qui. Ça fait partie donc de cette étude de description des résultats. Il y a exemples sur des descriptions des résultats. Une évaluation que nous sommes en train de faire avec Adala Éthiopie. Nous avons fait un atelier il y a 2 semaines. Donc, il y a trois exemples de description des résultats. En 2022, dans le URL d'Adadlé, les agents communautaires de santé animale ont signé un protocole d'accord avec des pharmacies vétérinaires privées afin d'améliorer l'accès à un approvisionnement en médicaments fiables et abordables. Et en 2022, le Bureau de développement des ressources agricoles et nature du Woreda d'Adadlé a acheté 4200 plants de moringa et de Nîmes au groupe FFS de Kayane pour promouvoir l'initiative Green Legacy du gouvernement. En 2022, le Conseil de Kébélé de Ticino a choisi 2 femmes pour diriger l'administration du Kébélé, le présidente et vice-présidente déléguée. J'espère que ceci nous montre des résultats concrets concernant des événements et qui démontrent donc l'influence des acteurs sociaux et le fait dont cette influence a changé la situation. Mais il faut savoir pourquoi ceci est important.
que deux femmes aient été choisies en tant que leaders, présidente et vice-présidente. Dans d'autres contextes, ceci peut arriver et peut être très fréquent. Donc, il faut savoir pourquoi ces changements sont importants selon le contexte. Ici, l'importance d'écrire la valeur et aider le lecteur à comprendre le contexte. Donc, première fois que ce comportement se produit, c'est possible, ou ce comportement a le potentiel de devenir plus grand. Voilà. Et le cas, la première fois où la communauté, dans cette communauté où les femmes ont été choisies pour ces responsabilités, donc on peut parler que dans cet exemple-là, ce résultat est très important. Bien, ceci est arrivé en plus dans une culture très patriarcale et ceci peut devenir encore plus important. Ensuite, une autre importance est le potentiel de devenir plus grand, encore plus important avec le temps. Possiblement, c'est un résultat inattendu qui nous a surpris. Peut-être que c'est un changement très difficile et, à promouvoir et il pourra peut-être déclencher d'autres changements ou d'autres résultats souhaités. Lorsqu'on regarde vers l'arrière, on peut voir que ces résultats, en fait, a déclenché d'autres résultats. Ou peut-être il s'agit des résultats négatifs aussi. C'est, nous n'aimons pas parler de résultats négatifs, mais il est utile d'en être conscient, de regarder tout cela depuis une perspective constructive et savoir si nos interventions produisent des résultats négatifs. Il faut nous si les situations empirent à cause de nos interventions, à cause de nos interventions, donc il faut le savoir aussi. Lorsque nous aurons défini l'importance, il faut et faire la contribution plausible au projet et nous poser la question, avons-nous participé au soutien, à la contribution, à ce changement, au soutien, au changement? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre résultat. C'est peut-être un changement positif, mais nous ne pouvons pas nous l'approprier. Lorsque nous pensons à la contribution et à la façon dont nous contribuons, nous pensons que nous avons été là pour soutenir ce changement, mais il faut le confirmer. Ici, il y a quelques exemples. Je ne vais pas les lire tous, mais lorsque nous employons il y a une femme qui a travaillé dans la communauté, qui a eu des impacts. Nous avons aussi, donc, un travail, par exemple, de un rapport sur certains besoins spécifiques dans un contexte spécifique et nous présentons ces rapports aux personnes correctes, au moment correct. Peut-être on s'est rencontré dans une conférence avec, on a connu une personne qui prend des décisions et que nous avons pu l'influencer. Donc, beaucoup de résultats est possible. Il faut être généreux lorsque nous pensons à la contribution. Si nous avons vraiment influencé les résultats, nous pouvons dire que c'est grâce à nos actions. Cet exemple provient de la Croix-Rouge du Danemark que nous avons fait il y a 2 années. En novembre, voilà, c'est une activité au Niger. En novembre 2022, les chefs religieux de Maïmoudia au Niger ont commencé à promouvoir l'utilisation de mesures de contrôle des naissances sur les lieux de travail et dans la radio en langue locale. Alors, on peut voir quand est-ce que cela est arrivé, qui a fait ceci et où cela est arrivé et quels sont les changements de comportement. Parce que dans le passé, les chefs religieux ont prêché que le contrôle des naissances était contraire à la religion. Les chefs religieux jouent un rôle important dans les établissements et le maintien des normes et des valeurs culturelles au sein de leur société et ils peuvent encourager et influencer certains changements de comportement chez les femmes et les hommes de la communauté. Et la contribution possible.
du projet sur le droit des femmes à décider sur leur santé sexuelle et reproductive, qui inclut l'utilisation des méthodes de contraception. Ceci a été diffusé par la Croix-Rouge du Niger et même ce résultat a été obtenu grâce au fait que les leaders religieux même ont commencé à promouvoir ces mesures anticonception. On ne les a pas obligés. C'est grâce à l'influence qu'on a exercée sur eux. Voilà. C'est ce, c'est un signal d'un changement de comportement, le fait qu'ils commencent à promouvoir ces changements d'attitude dans la radio. Un exemple d'un travail de la Croix-Rouge. Un autre exemple de Adra, du Soudan du Sud. Voilà. En 2020, les chefs de la communauté de Maïwit, les chefs religieux et les chefs des groupes des jeunes ont signé un accord pour soutenir la coexistence pacifique dans le comté de Maïwout. Ceci implique que dans cet accord, les deux communautés ont déclaré qu'elles ne participeraient pas à une confrontation militaire et se sont également engagées à respecter la cessation des hostilités signée en novembre 2019 entre le gouvernement et l'opposition, dont les dirigeants sont tous deux basés à Juba. Grâce à cet accord, aucun cas de violence n'a été observé au cours des derniers mois de 2020. Contribution énorme. Et sans doute, c'est un résultat important. La contribution était que 6 groupes de chefs religieux et 6 groupes de jeunes ont été soutenus par le projet. Les groupes ont été formés à la construction de la paix, à la réconciliation, ainsi qu'à l'identification des facteurs de conflit et à l'atténuation des conflits. Voilà, c'est la contribution du projet. J'ai 2 exemples de plus, mais je ne vais peut-être pas les lire parce que je n'ai pas suffisamment de temps, à mon avis. Mais j'espère que ceci nous permettra de voir que la structure est la même, description des résultats, importance, contribution. Et ceci nous aide donc à être précis et vis-à-vis des résultats. Et ceci nous aide beaucoup dans notre travail. Il, il faut aussi, dans la langue quotidienne, lorsque nous écrivons les résultats, on n'a pas besoin d'utiliser des termes trop complexes, trop techniques. À la fin, ce qui est important, je vais vous donner des exemples de comment peut-on utiliser ou quel type d'analyse et interprétation peuvent être faites. Nous avons des exemples qualitatifs et descriptifs. Et après, nous pouvons donc présenter ces résultats de différentes manières, sur des tableaux, sur des textes qui peuvent aider les, les personnes à les lire et à faire des analyses supplémentaires. Par exemple, si vous mettez des étiquettes à chacun des acteurs sociaux, voilà, cet exemple de la Croix-Rouge danoise dont je vous ai parlé, qui change? Non, nombre de résultats par acteur. Vous savez les différents acteurs avec lesquels nous travaillons et, et sur lesquels nous voulons avoir des changements. Les résultats les plus importants concernent la communauté, certains changements individuels, certains concernant des dirigeants communautaires, très peu concernant les services de santé du gouvernement et dans les écoles. Euh, Et le plus grand, c'est la Société nationale du CRR. Donc ici, nous avons donc identifié chacun des acteurs sociaux et nous avons donc mesuré les changements. Les objectifs sont des vies saines. Deuxième, les catastrophes font moins de victimes. Troisième objectif, des personnes intégrées et en sécurité. Et si c'est un résultat qui concerne la santé, donc nous allons le considérer. Après, il faut organiser les résultats pour avoir une image de la situation comme celle-ci. On va pas la lire.
parce que les caractères sont trop petits. Mais ici, on peut voir les résultats basés sur les acteurs sociaux et un travail fait dans 6 pays différents qui sont le Kenya, le Myanmar, Niger, Palestine, Liban, Danemark et autres. Donc, nous avons les jaunes sont le Danemark, les mauves sont la Palestine et on peut les organiser aussi selon les acteurs sociaux. D'abord les communautés, après les acteurs étatiques, après la Croix-Rouge et après les acteurs internationaux. Et nous avons aussi dans des domaines thématiques et nous avons des rapports de santé, les, les résultats associés avec la santé dans des cas d'urgence. Ceci nous donne une image qui nous permet donc de voir la situation. On peut voir que nous n'avons pas des résultats au niveau global en santé et en urgence parce que nous n'avons pas travaillé là-dessus. Ou pourquoi cela, on n'a pas eu de résultats. Si on peut, si on regarde plus les détails, on peut voir que certaines communautés ont commencé à s'organiser et à s'engager. Nous avons eu l'engagement des prestataires des services éducatifs. Nous l'attendions pas parce que l'éducation n'a pas été intervenue du point de vue stratégique. Donc, ce sont des résultats inattendus. Mais ils peuvent nous aider à penser que c'est une bonne idée de considérer d'avancer dans l'avenir en incluant les personnes qui s'occupent du secteur éducatif. Donc voilà, ceci nous montre un petit peu ce qu'on fait. Une évaluation précédente au Danemark, nous avons une répartition des résultats par pays. C'est une manière différente de montrer les résultats. Voilà les pays impliqués. Et la codification en couleur nous montre le nombre de résultats. La partie verte, c'est là où nous avons eu le plus de résultats. C'était en Zambie. Ce sont différentes façons de visualiser. Ici, depuis l'évaluation, nous voulions savoir quel niveau des changements sont apparus dans les pays. Et on peut voir que la plupart des résultats se sont faits au niveau national parce que c'était un programme avec des politiques sur impôts et beaucoup d'éléments. Donc, c'est et 13% de changements au niveau local. Et nous avons aussi de, de 9% de changements au niveau global, 8% au niveau régional et 4% au niveau national régional. Alors, je pense que je, une autre façon de montrer les résultats, voilà, c'est celle-ci. Ceci concerne un processus de suivi au Danemark avec les plateformes globales pour que les jeunes puissent participer et faire un travail activiste. C'est une plateforme globale au Bangladesh, une au Salvador, l'une autre au Kenya et dans d'autres endroits. Et ces plateformes, les résultats jaunes, c'est Kenya, vert Salvador, bleu Bangladesh. Ils ont été, et c'est un mapping dans cet axe systémique, individuel, informel, formel. Voilà, vous avez le niveau informel, formel, au- dans le plan horizontal, dans le plan vertical, nous avons donc les aspects individuels en haut, systémique en bas, et les changements. Si nous contribuons, et ceci nous permet de savoir si nous avons aidé à provoquer les changements. Et donc, si nous voyons des changements dans les normes sociales, par exemple, on parle de changements systémiques, ou dans les lois et les politiques. Dans la partie supérieure,
changement dans les capacités, dans les consciences, dans les ressources. Ceci concerne plutôt des changements individuels. Très intéressant, voilà. Ici, je ne vais pas le lire, mais je vais vous montrer. Il y a une semaine, nous avons fait ceci en Éthiopie. C'est le résultat d'un travail en programme qui est en cours avec les fonds pour construire des opportunités pour le développement des moyens de subsistance et le renforcement de la résilience. Le projet s'appelle Boulder. Nous avons mis tous les résultats qui ont été récoltés, nous les avons mis où nous pensions qu'il fallait les placer et nous les avons associés aux objectifs. Nous avons trouvé que la plupart des résultats qui ont été récoltés pouvaient être alimentés de cette façon-là. C- C'est un cas des ressources et très peu pourraient être accouplés dans ce qui concerne les aspects ethniques. Et ceci nous donne une certaine introspection qui peut signifier deux choses. La première, que nous sommes plus focalisés dans, dans les résultats des revenus. Voilà, les populations voient leurs moyens de subsistance et leur résilience améliorer, y compris en ce qui concerne l'adaptation au climat. Et en deuxième, les priorités de la communauté et des femmes sont prises en compte par le responsable concerné. Des vies sont sauvées et des moyens de subsistance protégés dans les situations de crise et les personnes touchées par la crise sont en mesure de se rétablir. Voilà. Des fois, il y a des changements qui ne sont pas observés. Peut-être parce qu'on n'y fait pas suffisamment attention. Peut-être que dans une nouvelle récolte des résultats, ces résultats pourront être visibilisés. Et tout cela peut nous donner une nouvelle perspective pour voir les résultats du programme. On ne peut pas voir toute l'image de tout ce phénomène-là, mais nous pouvons avoir certains éléments qui nous permettent de construire des apprentissages. C'est un exercice très intéressant. Et c'est là, je vais terminer. J'espère que je vous ai donné une idée de la méthode et des exemples de cette dynamique de déclaration des résultats et quelques exemples sur les analyses qui peuvent être faites dans la récolte des résultats. Kelly, et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est très clair, c'est assez nouveau et novateur. Et je suppose que tout cela est donc il faudra continuer à travailler là-dessus. Je- Donc on va partager ces présentations et l'enregistrement de cette réunion à disposition et les diapos, la présentation, tout sera mis à votre disposition. Mais avant tout cela, on va répondre aux questions. Première question. Est-ce que la méthode de récolte des résultats est associée à une approche basée sur les valeurs? Je ne sais pas quelle est l'approche basée sur les valeurs. Il y a tant de façons tant de méthodes, comme je l'ai dit tout au début, mais je ne connais pas cette méthodologie. Euh, le plus fré- le plus fréquent, c'est de, de travailler sur des évaluations, des mappings de résultats. Deuxième question. Comment on peut améliorer l'implémentation de la récolte des résultats dans des projets et dans des écoles? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandaient comment on peut mettre en place cette méthode dans tout projet. Quelle serait la première étape pour mettre en place cette méthodologie?
Bien sûr, on commence par la conception de l'évaluation, sachant qu'est-ce qu'il faut évaluer et quelles sont les questions pertinentes. Et la récolte de cette évaluation ne sera la récolte des résultats. La récolte des résultats est très utilisée pour le plaidoyer parce que, disons que tout cela, ce sont des évidences. Tout acteur social est impliqué dans un projet et ces programmes scolaires peuvent chercher à savoir si certaines actions ont changé l'attitude, par exemple, des enseignants. Il faut pour cela faire un mapping d'abord des acteurs sociaux et établir une ligne de base et pour savoir si les décisions qu'ils prennent ont changé et savoir quelle est la relation avec les actions. Par exemple, dans les cas de l'alimentation des enfants, euh, le fait de savoir si les enseignants donc changent leur discours concernant l'alimentation des enfants et pour savoir si nos actions ont influencé les politiques ou les pratiques. Nous- Est-ce que nous avons eu des impacts dans le ministère de l'Éducation ou dans le ministère de la Santé? Est-ce que ces politiques sur l'alimentation des enfants ont changé grâce à nos actions? Donc, on pourrait élargir cette analyse vers des acteurs sociaux de plus en plus larges, en commençant par les acteurs les plus proches, bien sûr, en examinant tous ces changements. Très bien, merci beaucoup, Bénédicte. Une autre question concernant l'utilisation de la méthodologie de récolte des résultats. C'est quelque chose qui peut être mis à côté d'un projet lorsque nous sommes en train de le concevoir, ou quand est-ce qu'on prend la décision d'utiliser cette méthodologie? Les aspects positifs de cette récolte des résultats est qu'elle est très flexible. On peut décider de l'utiliser au dernier moment parce qu'elle ne dépend pas de la planification d'un programme. On peut, par exemple, dire, nous voulons avoir de l'eau dans cette zone et nous voulons récolter ceci et, et, et voir comment donc les actions entamées se sont, ont correspondu au programme et à la planification. La récolte des résultats est un outil de monitoring qui nous permet de voir et d'examiner, de faire un suivi des résultats. Et on peut aussi donc se former sur cette méthodologie et former le personnel pour que pour qu'il puisse travailler et identifier les résultats et les noter. Et après, on peut faire des analyses différentes à travers le temps sur ces résultats-là, savoir les associer à la date et donc et les associer aux actions pour savoir comment ces résultats peuvent avoir été provoqués par une action précise. Et ceci peut nous montrer beaucoup d'informations de cette façon-là. Merci. Nous avons une autre question d'Adra, Éthiopie. Ils veulent savoir quelle est la différence entre une histoire des cas et une récolte des résultats. En général, dans les cas des histoires des cas, il y a donc des, 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 des histoires où il y a une personne qui va suivre une personne qui est partie d'une étude et qui est suivie. Et c'est une dynamique qui a des avantages
Et on peut aussi travailler sur des histoires, des cas basés sur la récolte des résultats, donc associer les deux méthodologies. Les histoires des cas peuvent être élargies vers plusieurs individus pour examiner quels sont les changements sociaux. Ou on peut se focaliser sur la personne ou sur les groupes sociaux. On peut faire des déclarations très courtes aussi. On peut faire des cas d'études basés sur la récolte des résultats. Donc, on peut associer les deux méthodologies. Bien, nous avons dans la récolte des valeurs n'est pas la même chose que la récolte des résultats. La récolte des valeurs concerne les valeurs qui sont chères pour la communauté. Une fois que vous aurez décidé que vous allez faire la récolte des résultats, comment pourrez-vous décider quelles questions il faut poser aux acteurs sociaux? Il y a des enquêtes structurées qui ont été utilisées ou il s'agit d'utiliser des questions guides. Dans le processus, nous n'agissons pas directement avec les acteurs sociaux. Par exemple, dans les cas d'Éthiopie, nous recueillons, nous réunissons tout le personnel du projet et nous commençons à faire un mapping des travailleurs sociaux et des acteurs avec lesquels nous avons travaillé. Et après, on voit quels changements se sont passés chez eux. Et nous avons fait une ligne de temps des 5 dernières années pour voir quels ont été les éléments clés qui se sont passés pendant ces 5 années, changements dans les contextes ou de nouvelles approches qui se sont arrivées à un moment donné. Donc, nous commençons très spécifiquement dans cette révision de ce que nous avons fait sur le projet. Et on commence à dire, je me rappelle que cette école a été construite à une époque, mais il faut savoir qui l'a construite et quelle a été l'approche et, et quelles actions ont été décisives pour la construction de l'école. Et grâce à cette intervention, la communauté s'organise on commence à comprendre que c'est grâce à la priorisation des actions éducatives que cette école a pu être construite. Et, et, et voilà, donc, et après, on va chercher du cofinancement et donc, ils assument la construction de l'école en cherchant des ressources grâce à l'organisation de la communauté. Donc, dans ce cas-là, cette école a été construite avec le soutien d'ADRA et ensuite, on va parler au gouvernement local pour leur demander des enseignants et du matériel pour l'école. Beaucoup de choses qui ont été faites, mais le projet au début, c'était une organisation de personnes au début. Voilà, ce sont des choses et nous nous rappelons que maintenant l'école est là. Et si vous commencez à vous poser des questions, vous pouvez construire toute l'histoire du processus. Et la construction n'est pas la seule chose importante, mais il y a toute une série d'actions séquentielles qui ont commencé par cette réunion avec les premiers acteurs. On peut aussi poser des questions ouvertes et ou être spécifique et dire quand, où. Vous pouvez visualiser et ceci peut aider aussi à être très précis dans les recueils des informations. Il y a quelqu'un qui veut participer. Merci. Je pense que pour moi, il faut repenser ces méthodes d'évaluation parce que c'est une manière très novatrice de penser, elle est fascinante. Et vous écoutez parler de la façon dont on fait cette méthodologie. On pourrait passer très longtemps à parler de cette méthodologie, mais le temps est court, le temps passe rapidement et puis et je vais tout simplement mettre ces liens sur le chat pour que vous ayez la possibilité de trouver les présentations et les ressources. Il y a une enquête que nous allons vous demander de remplir
Voilà, le, ce bloc de miel est nouveau pour nous. Vous pouvez lire ce blog. Si vous n'êtes pas enregistré pour la newsletter, faites-le, s'il vous plaît. Comme je dis tout à l'heure, nous allons vous envoyer l'enregistrement de la réunion et la présentation. Je voulais, au nom de l'équipe 1000, de vous remercier de votre participation. Merci beaucoup, Bénédicte Jepesen, de nous avoir présenté cette méthodologie aussi innovatrice qui est assez nouvelle pour la plupart d'entre nous. Je remercie à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui dans cette réunion. J'espère que ceci vous aidera à améliorer vos pratiques. Merci à tous et toutes.